Cette vidéo concerne grêle. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fichier grêle, vignette gros grêlon laissant apparaître des bulles en transparence. La grêle est un des types solides de précipitation atmosphérique. Elle est constituée de billes disjointes de glace grêlon dont le diamètre peut varier de quelques millimètres à une vingtaine de centimètres, mais il est en général de unité 5 à 50 mm. Lien Weibel se forme spécifiquement dans les cumulonimbus, un nuage de forte extension verticale d'un nuage extension verticale due à l'instabilité de l'air, où les puissants courants ascendants soulèvent rapidement en altitude de l'air très humide, qui se condense puis gèle en montant à la suite du refroidissement rapide. Les grêlons redescendent ensuite en périphérie du cumulonimbus et commencent à fondre quand ils repassent sous l'altitude de L isotherme 0 degré. Les averses de grêle durent peu de temps, ne touchent une superficie limitée le long d'un corridor sous l'orage. À l'intérieur des précipitations de grêle, le diamètre des grêlons n'est pas uniforme, car la vitesse ascensionnelle et la densité d'humidité dans une convection atmosphérique nuage convectif varient d'un point à un autre. La grêle peut également affecter une large région et laisser plusieurs dizaines de tonnes de glace au sol. Lien web origine fichier orage de grêle tube mouvement de l'air et des grêlons dans l'orage. Un orage se forme dans une masse d'air chaud et humide bien au-dessus du point de congélation et très gradient thermique adiabatique instable. L'air ainsi soulevé va finalement devenir pression de vapeur saturante de l'eau dans l'air saturé, car sa température diminue avec l'altitude selon la loi des gaz parfaits. L'excédent d'humidité forme d'abord le nuage et puis des gouttes de pluie. Les grêlons croissent lorsque les gouttes de pluie contenues dans l'orage continuent leur ascension dans le fort courant ascendant et gèlent. Lien Webden gouttes gèlent dans les niveaux supérieurs de la troposphère, couche inférieure de L atmosphère terrestre, où la température est inférieure à 10. Elle devient un tel noyau de congélation qui peut commencer le grêlon. L'embryon se retrouve alors entouré de vapeur d'eau et de gouttes restées liquides, la surfusion pouvant exister jusqu'à une température de 39. Comme la pression de vapeur saturante de l'eau dans l'air, saturation de la glace est moindre que celle de l'eau. À ces températures, la vapeur d'eau contenue dans l'air en ascension rapide va se condenser en priorité sur les noyaux de glace. Les grêlons croîtront donc plus rapidement que les gouttes de pluie dans une atmosphère humide comme celle de l'orage. Et de plus, les embryons de grêle cannibalisent la vapeur d'eau des surfusions gouttes surfondues dans leur entourage. En effet, à la surface des gouttes, il y a toujours un échange de vapeur d'eau avec l'air environnant et le grêlon semble attirer les molécules d'eau vers lui parce qu'il leur est plus facile de y condenser que sur la goutte, voire effet Bergeron FR. Lien web. Tout permet au grêlon de croître rapidement dans les régions du nuage à fort contenu liquide. Le taux de croissance est particulièrement important autour de 13. Le processus se passe également dans un courant ascendant très fort qui amènera les grêlons très haut dans l'atmosphère jusqu'à plus de unité 15 d'altitude à une vitesse ascensionnelle souvent de plus de unité 40 Mach. La formation de la grêle n'a donc rien à voir avec celle de la neige. Cette dernière se forme dans des nuages stratiformes à faible mouvement vertical à des températures sous 0 degrés Celsius et dans une masse d'air contenant relativement peu d'humidité, où il y a peu de gouttelettes surfondues. Dans ces conditions, les cristaux de glace qui se forment sont très petits et croissent lentement pour donner des flocons. Lien web structure en couche fichier de taille of PI5. La structure en couche de ces grêlons est visible. Une coupe transversale des gros grêlons montre qu'ils ont une structure en pelure d'oignon, c'est-à-dire formée de couches de croissance épaisses et translucides alternant avec des couches minces blanches et opaques. Lien web fait le grêlon en ascension traverse des zones du nuage où la concentration d'humidité et de gouttelettes en surfusion varie. Son taux de croissance change selon les variations rencontrées. Le taux des accrétions des gouttelettes est un autre facteur de croissance. Ces dernières agglomèrent par contact avec le grêlon. Ainsi, lorsque le grêlon passe dans une zone riche en gouttelettes, il va acquérir une couche translucide en les capturant, alors que dans les régions de l'orage, où c'est surtout de la vapeur d'eau qui est disponible, il se formera une couche de givre blanc opaque. Fichier Granizoge Tubnaïrig, un gros grêlon formé de la fusion de plusieurs plus petits. De plus, le grêlon se meut verticalement à une vitesse variable qui dépend de sa position dans le courant ascendant ainsi que de son poids. Ce qui va faire varier l'épaisseur des couches, car le taux de capture des gouttelettes surfondues accrétion dépend des vitesses relatives entre celles-ci et le grêlon, certaines vitesses d'ascension la favorisant. La croissance des grêlons amène le relâchement de chaleur latente, ce qui peut garder l'extérieur du grêlon liquide, le rendant plus collant.
Les grêlons peuvent alors agglomérer à deux ou plusieurs selon les collisions pour en former de plus gros aux formes irrégulières. Le grêlon élève donc jusqu'à ce que son poids ne puisse plus être supporté par le courant ascendant, ce qui prend au moins une trentaine de minutes compte tenu de la force de ces courants dans un orage à grêle dont le sommet est généralement à plus de unités 10 de hauteur. Puis il se met à redescendre vers le sol tout en continuant sa croissance par les mêmes procédés jusqu'à ce qu'il sorte du nuage. Ce trajet unique dans l'orage est donc suffisant pour expliquer la configuration en couche de la grêle. Le seul cas où l'on peut parler de trajet multiple est celui des orages. Orage multicellulaire, où un grêlon peut être éjecté du sommet de la cellule mère et être repris dans le courant ascendant d'une cellule fille plus intense, mais il agit là d'un cas exceptionnel. Chute fichier et hailstorm vignette Kuprick grêlon couvrant le sol lors du passage d'orage. La grosseur maximale des grêlons dans le nuage n'est pas celle que l'on retrouve au sol. En effet, une fois qu'il quitte le nuage, le grêlon commence à se sublimation physique sublimer car l'air n'y est plus à saturation. Lorsqu'il passe dans la couche où la température dépasse le point de congélation, il se met aussi à fondre et à évaporer. Ce que l'on retrouve au sol est donc ce qui n'a pu se transformer et dépend de la hauteur du niveau de congélation. La vitesse de chute des grêlons dépend de l'accélération terrestre unité ms qui l'attire au sol, de la poussée d'Archimède qui y oppose force négligeable de la collision avec d'autres grêlons et les gouttes de pluie de la composante verticale du vent, le vent ascendant et de la viscosité de l'air, plus précisément du coefficient de traînée. Lorsque les forces équilibrent, l'accélération cesse et le grêlon a alors atteint sa vitesse terminale. Celle-ci est difficile à déterminer théoriquement puisque tous ces paramètres ne sont connus que de façon imparfaite et grêlon n'est pas une sphère parfaite. Tagreux des estimations institut montre grêlon de unité 1 tomberait à environ unité 9 ms et de unité 8 le ferait à unité 48 ms dans le meilleur des cas. Lien Webs de source et affirme imprudemment que le poids d'un grêlon de diamètre unité 8 serait de 700 grammes. Alors simple arithmétique supposant que le grêlon ne contienne pas d'air indique qu'une masse de unité 268 g. En outre, leur estimation est basée sur les travaux de Hoek qui donnent une estimation de la vitesse de chute terminale d'un grêlon suivant la formule VSAPRO ADB où des 1,8 est le diamètre du grêlon en centimètres avec A9 et B article vers suite au V3 au G over ARGVZ. La vitesse terminale est la masse volumique du grêlon qui peut être inférieure à 1000 à cause de l'air emprisonné A et la masse volumique de l'air R et le rayon du grêlon GZ. L'accélération de la pesanteur pour un grêlon de unité 1 de diamètre. La vitesse de chute calculée est de unité ms. Pour un diamètre de unité 8, la vitesse de chute est de unité ms et pour un diamètre de unité 20, la vitesse de chute est de unité 46 ms. Cette valeur est consistante avec la vitesse ascensionnelle dans des orages supercellulaires cumulonimbus supercellulaires qui peut atteindre de 45 à 50 ms. Ouvrageux. Cette formule simplifiée est corroborée par les estimations expérimentales qui affirment que la vitesse terminale exprime comme suit article V times RxDDZ et le diamètre exprimé en centimètres. On considère un grêlon de 20 de diamètre. La formule simplifiée ci-dessus donne une vitesse terminale de ms alors que la formule supra donne une vitesse terminale de ms, ou suivant d'autres formules. La différence entre les deux estimations n'est que de 10, ce qui est parfaitement acceptable étant donné les différentes formes des grêlons. Krupache aboutit à la même conclusion. Note from 10-176 Tagian et Hailstone may have terminal fall velocity of up to 45 ms. Deux large terminal velocity implied a comparable updraft velocity must exist inside to permit growth of such particle. Traduction en français. Notons que les grêlons géants peuvent avoir des vitesses terminales de chute atteignant 45 ms. Ces énormes vitesses finales impliquent l'existence de ascendance météorologique courant ascendant ayant une vitesse comparable pour permettre la formation de telles particules. Les forces notables sont la résistance de l'air et le poids. Le volume occupé par un grêlon sphérique de rayon R est de 4 OV3 pi R3 donc si ρ GZ est la masse volumique du grêlon, sa masse sera M4 OV3 pi R3 ρ G. Le poids du grêlon est GZ et l'accélération de la gravité P ρ G4 OV3 pi R3 G. La résistance de l'air est R1 OV2 ρ ACDS V2 où A est la masse volumique de l'air, CD appro 1 surface irrégulière et le coefficient de traînée S est le mètre couple et VZ. La vitesse et le mètre couple du grêlon est S.
À l'équilibre, on apaisait et l'on obtient donc un OV2 ρ à pi R2V2 4 OV3 ρ G pi R3G. La vitesse terminale en fonction du rayon est donc vers 8 OV3 ρ G OV ρ à RG. Donc la masse volumique de l'air comparable. La vitesse de chute est proportionnelle à la racine carrée du rayon. On note que les dimensions sont consistantes. On fait R5 diamètre de 1 m. On rappelle que G10 aussi assis. On obtient donc vers 8 OV3 10 3 OV times 5 times 10 3 times 10 8 times 5 times 10 OV times 3 m. Maintenant si l'on multiplie le rayon par 8, la vitesse de chute est augmentée de 8, la vitesse terminale est alors m. Si l'on considère un rayon de 10, on a vers 8 OV3 10 3 OV times 1 times 10 1 times 10 8000 OV times 3 46 ms. Petite grêle. Les cumulus bourgeonnants S nuages d'averse avec un courant ascendant beaucoup plus faible et un sommet moins froid peuvent donner de la très petite grêle moins 2 unités 5 m par un processus similaire. Cette petite grêle est parfois nommée grésil. Dégâts fichier grêle pommier tube dégâts causés par la grêle sur des pommiers. La grêle est un phénomène destructeur pour les récoltes et les biens. De plus, les plus gros grêlons sont dangereux pour les personnes et les animaux. Les arbres ayant subi de fortes averses de grêle sont plus vulnérables à certaines infestations par des parasites dont les champs à pignons Simalaprap, agriculture et gouffrin de plaie 13 Actualité phytosanitaire. Bilan phytosanitaire 2011. Lettre du FSN décembre 2011 de 2011. Mitigation. On utilise parfois l'ensemencement des nuages pour tenter de réduire les dégâts causés par la grêle. En augmentant le nombre de noyaux de congélation, on espère augmenter le nombre de grêlons aux dépens de leur taille. L'iodure d'argent est le plus souvent utilisé pour cela. Mais les météorologues sont partagés sur l'efficacité de cette méthode et l'efficacité du canon anti-grêle est controversée et n'a pas été démontrée. De plus, les météorologues ne comprennent pas comment ils pourraient agir en lien avec extrême fichier record et à Houston Vivian tube le plus gros grêlon jamais rapporté aux États-Unis, diamètre de unité et unité de circonférence. Record homologué par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et le National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aux États-Unis. Le grêlon détenant le record du plus grand diamètre soit unité la taille d'un melon plante melon et celui du plus pesant unité 879 G est tombé à Vivian au Dakota du Sud le date 23 juillet 2010. Cependant celui ayant la plus grande circonférence est tombé à Aurora au Nebraska le date 22 juin 2003. Celle-ci était de unité soit unité de plus que celui de Vivian. Le record mondial du plus lourd grêlon est de unité. Il est tombé à Gopalganj Covor 23 N 8956 au Bangladesh le date 14 avril 1986. 92 personnes 92 furent tuées durant l'orage, pas nécessairement par la chute des grêlons en lien ou non homologué par l'homme. Le date 11 août 1958, un orage de grêle dévaste la région de Strasbourg. Article le 25 mai 2009 dans la Picardie, ancienne région administrative Picardie et le Nord-Pas-de-Calais en France. Les plus gros grêlons atteignent 12 cm de diamètre lors d'épisodes des orages supercellulaires. Orages supercellulaires et faire lien ou aviation. Dans de rares cas de gros grêlons ont sérieusement endommagé des aéronefs traversant une zone orageuse. C'est pourquoi les avions devraient